Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce moment numérique, ce moment vidéo consacré à la manifestation Tous pas pareils, tous égaux. D'abord, j'aimerais remercier mon adjointe Danielle Kreshkadek qui depuis des années à présent, avec les associations montreuilloises et l'administration, travaille pour cette manifestation et évidemment au-delà pour l'accessibilité des services publics, des lieux privés, des grandes démarches, des lieux de culture, de nos centres de loisirs aux personnes en situation de handicap. J'aimerais dire que le fondamental pour Montreuil est que chacune et chacun compte. C'est ce qui nous guide, c'est ce qui conduit notre action municipale. Chacune et chacun compte et il faut donc en permanence se poser, mois après mois, année après année, ce que nous devons faire de plus, ce que nous devons faire mieux pour faciliter l'accès de toutes et de tous à l'ensemble des services de la ville. Merci pour ce travail. Je vous souhaite une bonne manifestation numérique, tous pas pareils, tous égaux. Ça y est, on y est, tous pas pareils, tous égaux, l'émission, c'est parti, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, on va parler handicap pendant une heure autour d'une grande question, comment créer ensemble une société plus inclusive. Pour répondre à cette question, on va aborder de nombreuses thématiques, regardez le programme qui nous attend, vous découvrirez tout à l'heure un groupe de rock composé de jeunes autistes. Ils ont même été invités à venir jouer à l'Élysée. Voilà pour les images que vous voyez à l'écran, que l'on découvrira donc tout à l'heure avec ce groupe de rock. On fera également un petit peu de sport avec les images d'une course solidaire, la foulée montreuilloise, où quand handicapés et valides courent pour la bonne cause. Et puis on parlera aussi politique, et oui forcément, pour s'interroger sur la notion de ville inclusive. On verra notamment comment des bips sonores peuvent faciliter la vie dans l'espace public. Voilà donc pour les reportages, vous l'avez compris, beaucoup de vidéos à suivre dans cette émission, mais surtout beaucoup d'invités. Certaines sont déjà avec moi sur ce plateau, des invités qui vont se succéder, mais vous aussi, évidemment, vous êtes les bienvenus via les réseaux sociaux si vous souhaitez réagir, commenter, liker ce qui se dit, ce qui se montre dans cette émission. Évidemment, vous pouvez le faire sur les différents réseaux sociaux. Juste avant de vous présenter mes premiers invités, je précise que l'intégralité de cette émission est traduite en langue des signes. On salue d'ailleurs Sophie Hirschi que vous voyez juste en bas de votre écran. Elle sera relayée au fil de cette émission par Anne-Sophie Mertens. Allez, on démarre tout de suite cette émission avec la table ronde culture. Trois invités EES sont donc avec moi. Corinne Pancos, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administratrice d'Exponentiel Dance Company, il faut le dire à l'anglaise. Oui, c'est bien ça. Je le dis bien. C'est une compagnie de danse contemporaine qui travaille autour du handicap, notamment, que ce soit sur un plan artistique, mais aussi pédagogique. On va y revenir tout à l'heure avec vous. Christelle Leblanc est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du secteur adulte des bibliothèques de Montreuil. Il y en a 4, voilà. La principale, c'est la bibliothèque Robert Desnos. Voilà. On va en parler évidemment dans le détail. On va s'intéresser notamment aux travaux qui ont été effectués, essayer de comprendre comment ça améliore le quotidien des usagers. Et puis Sylvia Guémard également est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à l'association Cinéma Différence. C'est une association qui accompagne les salles de spectacle vers une plus grande inclusion, c'est ça ? C'est ça, oui. Voilà. Et pour planter le décor tout de suite, je vous propose de regarder cette première vidéo. Elle est signée justement de votre association Cinéma Différence, qui est une association nationale. On se glisse quelques secondes dans la peau de Ludovic.
Viens. Et on comprend bien sûr dans cette vidéo que pour Ludovic, pouvoir rêver, pouvoir s'évader au travers d'un écran de cinéma, ce n'est pas toujours possible. Alors Sylvia Guémard, vous êtes donc bénévole à l'association Cinéma Différence sur Montreuil, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et ça se passe au cinéma Au Méliès. Au Méliès. Alors comment ça se passe concrètement pour les personnes en situation de handicap qui veulent aller au cinéma? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, il s'agit non pas de séances spécialisées, mais de séances ouvertes à tous, une séance par mois. Donc, évidemment, ces séances ont été interrompues pour des raisons sanitaires qui devraient reprendre normalement à la rentrée de septembre. Ce sont des séances qui sont y compris ouvertes à des personnes qui peuvent avoir du mal à contrôler leurs émotions, avoir des réactions peut-être un petit peu bruyantes qui pourraient gêner un petit peu l'ensemble du public. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on note que tout le monde est mélangé, c'est pas des séances spécifiques. Oui, voilà. Oui. Et ça, j'imagine que ça nécessite quoi? Peut-être un travail de pédagogie en amont avec le public? Alors, il y a donc ce sont des séances déjà qui sont fléchées sur le programme du Méliès, fléchées Cinéma Différence. Ensuite, il y a des bénévoles dont je fais partie, qui sont présents à chaque séance et dont un bénévole qui se trouve à l'entrée du cinéma et dans la file d'attente présente l'association. Et ça, c'est vous? Vous êtes dans la file d'attente? Je suis souvent à cet endroit-là. Voilà. Oui. Et vous dites quoi aux gens concrètement qui arrivent au cinéma? Alors, les gens font la queue et ils ne viennent pas forcément pour cette séance-là. Donc, je leur demande si ils connaissent Cinéma Différence. Alors maintenant, ça commence vraiment à être connu dans le public lambda. Et sinon, je présente, je dis que c'est une association qui vise à rendre accessibles les séances de cinéma aux personnes qui peuvent avoir des troubles du comportement. Et donc, aujourd'hui, il y a une séance. C'est le film machin, et donc il y aura des dispositifs particuliers lors de cette séance. Comment les gens réagissent en général? Il y a quoi, une forme de bienveillance? En général, oui. Oui. Alors, on est équipé d'un gilet jaune, donc il y a eu une période où les gens se méfiaient un petit peu, se demandaient pourquoi il y avait des gilets jaunes dans Ça peut être connoté, gilet jaune, voilà. En ce moment, c'est vrai. Mais bon, on est bien identifié. En général, une bienveillance qui est indiscutable. Moi, j'ai jamais rencontré de personne qui a fait demi-tour en disant non, moi je reviendrai une autre fois, quoi. Un mot quand même sur la manière dont les salles sont adaptées pour ce type de public, même si on a compris que tout le monde était mélangé. Est-ce qu'il y a des adaptations techniques, j'allais dire? Alors, les adaptations, déjà, on peut accompagner les personnes. Quand il y a des groupes, on peut venir aussi en secours, parce qu'en général, on est entre 4 et 6 bénévoles par séance, une fois par mois, donc. On peut accompagner les groupes et on se rend vraiment disponible pour répondre aux besoins des personnes concernées. Avec des tarifs, j'en profite puisque vous parlez des accompagnants, il y a des tarifs spéciaux. Voilà, c'est un tarif réduit pour la personne en situation de handicap et la gratuité pour l'accompagnateur. Ce qui est exceptionnel, quoi. Dans les grandes chaînes de cinéma, on ne trouve pas. Donc on a la possibilité d'accompagner, et d'un point de vue plus technique, là il y a des choses qui se passent? Alors, il y a la présentation, encore une fois, au début de la séance, de toutes les précautions qui vont être prises. C'est par exemple la lumière qui diminue progressivement et non pas de façon brutale, et c'est un son qui est en général abaissé. Par rapport à des séances ordinaires. Avec l'objectif, j'imagine, de ne pas mettre dans un stress les personnes en situation de handicap. Voilà, ouais, tout à fait. Et puis, en cas, si ça s'est déjà produit, les personnes ont besoin de sortir pour une raison X ou Y, eh bien, il suffit juste de se manifester un petit peu. Nous, on reste vigilants, on n'est pas là pour regarder le film, quoique, mais voilà, on est à disposition. Pourquoi pas en profiter, c'est quand même bien aussi. Mais en tout cas, on a une petite lampe et on peut accompagner les personnes qui en ont besoin, qui ne sont pas forcément des personnes en situation de handicap. Ça peut être une personne âgée qui a besoin de sortir aux toilettes, enfin peu importe. En tout cas, on est là pour que tout se déroule au mieux. Cinéma Différent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association qui rayonne au niveau national, qui doit, j'imagine, aussi se baser sur des bonnes volontés locales. Si là, il y a des gens hors de Montreuil qui voient cette vidéo aujourd'hui et qui se disent « Ah bah moi, j'aimerais bien aussi que dans mon cinéma, il y ait ce type de séance », on fait quoi? Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Il y a des établissements médico-sociaux qui viennent avec... qui accompagnent des personnes en minibus, et voilà. Quelquefois, la question, le gros problème, c'est un problème de stationnement, quoi, aux alentours. Vous voulez dire pour arriver au cinéma? Voilà, notamment pour les groupes d'adultes autistes, par exemple, ça peut être compliqué. Mais voilà.
Et donc, vous nous avez dit, c'est une séance par mois. Une séance par mois, oui. Une séance par mois, et on trouve évidemment toutes les informations, j'imagine, sur Internet pour avoir accès à ces séances. Du cinéma, on va passer, si vous le voulez bien, à la bibliothèque avec vous, Christelle Leblanc. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des gros travaux de rénovation à la bibliothèque Robert Desnos qui ont duré quoi ? Un peu plus d'1 an et demi, c'est ça ? Un peu plus d'1 an et demi, mais avec du retard étant donné le contexte sanitaire. Et donc, on a eu tout un travail qui a été fait de mise aux normes des espaces. Tout à fait. Alors déjà en amont, avant les travaux, on avait reçu des groupes utilisateurs, des personnes en situation de handicap qui nous avaient fait quelques préconisations. On en a tenu bien sûr compte dans le cadre de cette rénovation, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous permet de disposer d'un ascenseur aux normes PMR et puis également d'avoir pu équiper différents espaces de bornes podotactiles. Alors, il faut expliquer ce que ça veut dire, les bornes podotactiles. Quand on ne connaît pas, le mot peut faire un peu peur, ça veut dire quoi ? Alors les bornes podotactiles, tout simplement, ce sont des petits dispositifs qui permettent aux déficients visuels de se repérer plus facilement dans les espaces et d'identifier des zones de vigilance, des zones de danger, notamment au niveau des escaliers. J'imagine aussi qu'au-delà de l'aspect matériel, d'un point de vue plus humain, il y a aussi un travail qui est nécessaire peut-être auprès du personnel, des personnels des bibliothèques. Est-ce qu'il y a eu des formations particulières ? Alors on a eu il y a quelque temps une formation, on a été accompagné par une collègue bibliothécaire qui elle intervient dans un espace Lire autrement des bibliothèques de la ville de Paris et qui nous a sensibilisés à l'accueil des personnes malvoyantes en nous donnant des bonnes pratiques, du premier accueil, du quotidien, et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés. Tout ça évidemment avec l'objectif de mieux accueillir la diversité des publics. Dans une bibliothèque, je ne vais rien apprendre à personne, on est quand même là pour lire des livres. Qu'est-ce qui se passe là, de ce point de vue-là, au niveau de l'accès au contenu ? Est-ce qu'il y a des formes particulières qui sont mises en place pour permettre à tous de se faire plaisir ? Alors en matière de handicap, il y a une grande diversité. Au niveau de la jeunesse, on peut avoir des collections de livres tactiles, quelques livres en braille, beaucoup de supports audio. Aux adultes, c'est la même chose, avec une particularité puisqu'on présente également des CD audio au format DAISY. Alors ça, il faut expliquer aussi. DAISY, ça veut dire quoi ? Le format DAISY, en fait, c'est un format d'encodage un peu spécifique qui permet, grâce à un lecteur que l'on a à la bibliothèque, que l'on prête tout à fait gratuitement pour les personnes en situation de handicap et qui permet d'avoir une lecture très fine au niveau de l'histoire, de pouvoir agir sur la hauteur de la voix, la vitesse de lecture sans pour autant déformer cette voix, parce que parfois sinon on a des déformations qui sont très désagréables, et surtout de pouvoir se repérer quasiment mot à mot dans l'ouvrage. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi très rapidement, Christelle Leblanc, sur les actions qui sont menées par les bibliothèques hors les murs ? Parce qu'évidemment, il y a le public qui vient, mais il y a aussi tout un travail qui est fait de la part des bibliothèques pour aller se rendre notamment dans des lieux où les personnes en situation de handicap sont prises en charge. Tout à fait, on fait notre possible pour pouvoir accueillir à la bibliothèque au quotidien, mais quand ce n'est pas possible, les bibliothécaires sont toujours disponibles pour se déplacer. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées hors les murs, aussi bien en direction du public adulte avec les Atmar-Soulan par exemple, ou au niveau du public plus jeunesse. J'ai mes collègues qui interviennent une fois par mois par exemple à l'EPABR auprès d'enfants polyhandicapés pour faire des lectures, et en tout cas, quoi qu'il en soit, toutes les bibliothèques du réseau Montreuil sont mobilisées à la demande pour se déplacer et aller à la rencontre des publics en situation de handicap. Merci beaucoup Christelle Leblanc d'être venue sur ce plateau. Vous allez céder la place à une autre invitée qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Ne bougez pas encore. Pardon. Parce que juste avant de parler danse quand même avec vous, Corinne Pancos, on va prendre la direction de l'instrumentarium. 4 enfants de l'Institut médico-éducatif Bernadette Coursol s'y rendent chaque semaine pour des cours de musique. On regarde. Le projet avec l'Institut médico-éducatif Bernadette Coursol est né en 1999. Ce projet, porté par le service des pratiques amateurs, accueille à l'instrumentarium des enfants porteurs de différents handicaps, de l'autisme, des enfants malvoyants, malentendants. On accueille par semaine 3 groupes d'enfants sur des séances d'éveil sensoriel encadrées par les agents de l'IME et un intervenant artistique. J'ai dû changer pas mal de choses par rapport à manipuler les instruments, parce qu'il y a des instruments qu'ils ne peuvent pas vraiment manipuler, c'est vraiment pénible. Donc il faut absolument faciliter la tâche et que ce soit quelque chose vraiment dans le plaisir, qui puisse tout de suite faire sortir un son.
Il faut s'adapter, il faut être à l'écoute de l'enfant. C'est vrai que ce sont des enfants qui sont agités, avec pas mal de troubles du comportement. Et en fait, les vibrations de la musique, les chansons douces ou à rythme, ça a tendance à les calmer et à les focaliser et à un peu plus stimuler leur concentration. Donc c'est vrai que ça permet de travailler sur une séance de musique, mais on peut les stimuler après plus facilement ensuite sur les autres activités. Et en fait, on a une enfant du groupe qui, quand on retourne à l'IME, elle les rechante en fait, les chansons, et ça a tendance à l'apaiser aussi. Sylvia Guémard, bénévole de l'association Cinéma Différent, je m'aperçois en voyant les enfants que j'ai oublié de vous poser une question et de préciser que vous êtes vous-même la maman d'un fils en situation de handicap. Alors, pas dans les mêmes âges, hein, je crois. Non, il a 36 ans. 36 ans, c'est Romain, hein, c'est ça? Romain, oui. Romain, voilà, je voulais juste aussi avoir votre expérience, votre retour d'expérience, parce qu'on parlait tout à l'heure avec vous de cinéma, d'accès aux salles de spectacle. Est-ce que votre enfant, il en profite aussi? Oui, alors il a 36 ans et il a envie d'être autonome, donc il vient aux séances, mais il vient de façon autonome et puis on se retrouve dans la salle voilà, donc tout seul, enfin voilà, il veut faire beaucoup de choses tout seul et il n'y a pas de difficulté de comportement, il va au cinéma depuis qu'il est tout petit. Par contre, quand il était petit, il y avait des difficultés de comportement, Cinéma Différence n'existait pas et j'allais dans un seul cinéma qui acceptait de le voir éventuellement s'asseoir par terre et puis faire un peu de bruit parce que sinon ça passait nulle part ailleurs, quoi. Romain n'a jamais fait de danse. Il a fait de la danse. Ah, il a fait de la danse. Il a fait de la danse. Il a été au conservatoire aussi, conservatoire de Bagnolet où il a fait des percussions. Enfin voilà, il a eu la chance de goûter à beaucoup de choses. Bon, et je pensais pas, tomber juste avec ma danse, avec votre danse surtout, mesdames. Corinne Pancos, vous êtes donc avec nous. Je rappelle que vous êtes l'administratrice d'Exponentiel Dance Company et vous voyez une nouvelle invitée nous a rejoint, Amy Sommet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc danseuse, artiste, interprète. On va parler avec vous du volet artistique qui est proposé par votre compagnie de danse. Mais d'abord, puisqu'on était plutôt dans l'aspect pédagogique, notamment en compagnie des enfants, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce volet-là, du travail que vous effectuez. Je rappelle que votre compagnie, c'est une compagnie de danse contemporaine où vous mêlez, on va dire, différentes cultures, différentes formes aussi d'art. C'est ça, il peut y avoir breakdance, capoeira, il y a un petit peu de tout. Tout à fait. Donc la compagnie existe depuis une vingtaine d'années. Compagnie de danse contemporaine, mais qui est née de la rencontre de plusieurs artistes issus effectivement de cultures et de styles de danse différents, notamment le breakdance et la capoeira. Et puis différentes formes aussi de danse, peut-être hip-hop. Et même dans la danse contemporaine, il y a aussi beaucoup de courants différents. Alors il y a une ouverture donc culturelle de ce point de vue-là, il y a aussi une ouverture vers les autres parce que vous prenez finalement votre part dans le travail qu'il faut faire aussi dans nos esprits sur le handicap et puis avec les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire ça ressemble à quoi? C'est des cours qui sont proposés, des cours de danse où vous allez à leur rencontre? Alors il y a deux choses. Notre compagnie a également une école de danse, donc il y a des cours qui sont donnés toute l'année, pas spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, mais qui leur permettent d'être accueillis au même titre que tous les autres enfants ou adultes. Donc elles vont faire cours avec tout le monde, ça va être des cours partagés. Exactement, voilà. Il s'agit plus de pratiques partagées dans notre cas. Et après, ponctuellement, en fonction des demandes, on peut intervenir ou dans des IME ou dans différents établissements. D'accord, donc il y a un travail, on parlait de notion d'hors les murs tout à l'heure avec la bibliothèque, oui. Vous allez aussi à la rencontre des publics. Alors concrètement, oui. Ça va ressembler à quoi? Vous allez dans un IME, un institut médico-éducatif, je le rappelle, vous allez faire quoi? Eh bien, un exemple. On y va, par exemple, j'étais allée dans le Marais, il y avait alors ils n'étaient pas si jeunes que ça, je pense des jeunes entre 15 et 18-20 ans, donc avec différentes sortes de handicaps, autisme ou trisomie ou d'autres troubles du comportement. Eh bien, le but, c'est de venir partager notre art qui est la danse. Avant tout, avoir un vrai échange. On n'est pas là pour transmettre forcément de la technique, mais voilà, travailler sur les sensations, travailler sur l'écoute. Sur l'expression émotionnelle, je crois que ça vous tient très à cœur. Exactement. Donc c'est quoi? C'est l'effet un petit peu libérateur de la pratique de la danse? Tout à fait.
tout à fait. Permettre à chacun aussi de pouvoir bouger à sa façon, parce qu'on part du principe que dans la danse, et surtout quand on improvise par exemple, rien n'est faux, rien n'est mauvais, et tout raconte quelque chose. Et vous sentez quoi chez les jeunes personnes en situation de handicap que vous rencontrez? Vous sentez que la danse, ça leur parle, que ça éveille quelque chose en elles? Non seulement ça leur parle, mais surtout à chaque fois on sent une immense joie. Une immense joie de pouvoir enfin exprimer quelque chose. Ça peut être à travers la danse, aussi à travers la capoeira. Et cet échange-là, il est d'une richesse incroyable pour tous, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour nous, c'est extraordinaire. Alors on va parler également du volet plus artistique, plus sensibilisation, j'allais dire, du grand public, avec notamment deux spectacles dont on va parler. Le premier, c'est L'Essence. Ça raconte quoi, si on devait expliquer ça en quelques mots? L'essence, c'est le cheminement d'un être, d'une personne qui a été normale, qui a été valide, qui était danseur et qui a eu un accident qui lui a fait perdre une partie de la vue et qui l'a amené à avoir des troubles de comportement, notamment de peur, d'enfermement, des choses comme ça. On va regarder, si vous le voulez bien, un extrait dans lequel on va vous retrouver justement Amy Sommet avant de parler évidemment avec vous. Extrait donc, extrait au pluriel d'ailleurs, quelques extraits de ce spectacle L'Essence. Alors, Amy Sommet, merci d'être avec nous. Vous êtes donc danseuse, artiste, interprète. D'abord un mot sur ce qu'a été votre rôle dans L'Essence. Alors moi, je fais le rôle du personnage dont parlait Corinne. Donc c'est une personne qui avant était valide et qui, suite à un accident, a eu un problème et une perte de vue, d'ouïe et une vraie sensation d'enfermement. Donc moi, j'ai dû faire tout un travail de recherche pour comprendre. J'ai été au contact de personnes qui ont pu me transmettre, parce qu'elle travaille au quotidien avec des personnes en situation de handicap, et vraiment chercher à ressentir, par un travail d'état de corps, comment on peut bouger, comment on ressent les choses. Ça a été compliqué? Ça a été compliqué, ça a été assez long. C'est vraiment un travail qu'il faut ingérer, digérer, qui n'est pas facile émotionnellement en fait, parce qu'il faut vraiment sortir de soi, sortir de ses habitudes pour trouver une autre manière de bouger et trouver quelque chose qui n'est pas dans l'imitation. Mais et en plus, j'imagine avec la petite pression, j'allais dire, de se dire qu'on va peut-être avoir des personnes en situation de handicap qui vont nous voir et qui vont peut-être se dire « Ah non, là ça ne marche pas ». Oui, c'est sûr, il y a toujours la question de faut trouver une justesse, il ne faut pas être dans de l'imitation, de la caricature ou quoi que ce soit, il faut vraiment trouver une justesse. Et c'est pour ça que ce n'est pas tant l'aspect du rendu visuel qui compte. Enfin, moi, j'ai plus travaillé vraiment sur la sensation et le chorégraphe m'a permis de m'amener à ce travail de sensation pour essayer de sortir quelque chose le plus juste possible en fait. On a le regard des personnes en situation de handicap, on a aussi le regard des personnes en situation de validité. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que vous avez l'impression qu'aussi la danse, dans ce qu'elle peut proposer, peut faire évoluer les mentalités sur le regard qu'on porte sur le handicap? Oui, parce que ça permet de visualiser en fait, peut-être par le corps, et de le mettre sur plateau à un moment, de le mettre sur scène, vraiment de montrer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent et comment on vit avec tout ça, quoi. Et Corinne Pancos, on est d'accord, c'est le but aussi de la compagnie, comme ça, d'interroger, de venir chercher le public? Complètement. Et d'ailleurs,
de manière un peu particulière, ce projet a été développé pour qu'on puisse à la fois présenter le spectacle et à l'issue du spectacle avoir ce qu'on appelle un bord de scène, c'est-à-dire un échange direct avec le public. Et c'est comme ça que voilà, on peut vraiment avoir le retour et aussi ouvrir la conversation avec des personnes qui sont valides, notamment des plus jeunes, qui parfois ont très peur en fait. Enfin, je m'en suis rendu compte moi sur les pratiques partagées, qui ont très peur des personnes handicapées. Ils ont peur de mal se comporter en fait, ou de pas dire des bonnes choses, etc. Et l'idée de ce spectacle, c'est vraiment de enlever les préjugés, enlever les tabous. De faire tomber les frontières, voilà, les peurs qui peuvent exister cette communication. Entre les personnes. C'est la fin déjà de cette table ronde consacrée à la culture, mais juste avant, Corinne Pancos, je précise qu'on va se quitter, pas tout à fait, on reste ensemble, l'émission n'est pas terminée, mais on va clôturer cette table ronde avec un extrait d'un autre spectacle qui s'appelle L'Intruse. En un mot, vous pouvez nous le présenter, ce spectacle ? L'Intruse parle plus de l'aspect de la solitude, de l'isolement et de la difficulté qu'il y a à communiquer dans la société, du fait que les gens peuvent devenir complètement fous, à être à la fois tous ensemble et parfois très très seuls. Merci beaucoup Corinne Pancos, merci à vous trois pour l'instant, que des dames sur ce plateau, merci d'être venus et on va donc regarder cet extrait donc, du spectacle L'Intruse. D'autres invités nous rejoignent dans la foulée. On est toujours dans Tous pas pareil, tous égaux, l'émission. Merci d'être avec nous. On continue de parler handicap dans quelques instants. On évoquera les problématiques d'accès aux droits et d'éducation en compagnie de nouveaux invités qui répondront à une série de questions. Mais tout de suite, place au témoignage. Hervé Resser, bonjour. Vous êtes le papa d'Antonin, 11 ans, et Antonin qui arrive voilà, sur ce plateau. Salut Antonin. En compagnie également de ta sœur, Jana, c'est bien ça, Jana. Merci donc à vous d'être présent sur ce plateau. Donc on va donner les âges. Antonin, j'ai dit 11 ans. Jana, tu as quel âge ? 9 ans. 9 ans, voilà. Et donc Hervé, vous êtes le papa de ces deux enfants. On va parler de votre quotidien de parents, évoquer la manière dont les choses se passent, particulièrement évidemment avec Antonin. On va évoquer la scolarité, on va évoquer également les soins qui sont nécessaires. Mais puisqu'on parlait il y a quelques secondes dans le précédent temps de cette émission d'accessibilité, on peut peut-être faire un petit point avec vous sur la manière dont ça se passe, l'accès à la culture, au cinéma, au théâtre. Dans la préparation de cette émission, vous me disiez, ça, c'est pas trop un problème pour nous. Non, pas pour nous ni pour lui. Enfin, en tout cas, pour tout ce qui est théâtre, cinéma, voilà, il est plutôt intéressé et captivé souvent par les spectacles, donc ça pose pas de soucis particuliers. Après, voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué pour tout ce qui est visite de musées, où voilà, on va dire les supports sont pas forcément toujours adaptés. Donc c'est les expos où c'est. Voilà, les expos où parfois il faut marcher vite pour le suivre. Mais peut-être parce que voilà, il y a alors les musées se sont adaptés évidemment, ils ont bien compris qu'il y avait deux publics, les adultes, les enfants. On voit apparaître aussi des expos traduites en braille ou avec des audioguides, des choses comme ça. Il manque peut-être encore un petit peu voilà, des supports peut-être plus adaptés avec des visuels, des choses qui leur permettent peut-être un peu plus de rentrer dans les expositions, quoi. Alors il y a la vie culturelle, il y a ce qu'on fait, les loisirs, et parmi ces loisirs il y a aussi le sport. Antonin, ton sport c'est quoi ?
C'est le foot? Ton sport préféré, c'est le foot. Alors, on m'a dit aussi, ton papa m'a dit, que tu faisais du judo. Ouais? C'est ça. Alors bon, avant la période de pandémie, évidemment, donc il pratique le judo voilà, depuis quelques années. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Alors comment ça se passe? C'est quoi? C'est des cours spécifiques ou c'est avec tout le monde? Non, c'est avec tout le monde. Donc il est inscrit dans un club à Montreuil. Et donc voilà, il était dans un premier club il y a quelques années, mais qui a fermé. Il est dans un deuxième club aujourd'hui, donc pour faire du judo avec d'autres enfants, hein, parfaitement à l'ordinaire. Mais donc il est inclus dans un groupe. Et comment ça se passe alors, Antonin? Ça se passe bien, le judo? T'es content de faire du judo? Ouais, ça te plaît? On peut peut-être demander l'avis de ta grande sœur, Diana. T'es bien la plus grande? Oui, t'as quel âge? C'est la dernière. C'est la dernière, tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Comment tu trouves, tu as déjà été suivre ton frère au judo? Oui, un peu. Il se débrouille? Ouais. Comment se passe la relation Hervé Reisser avec les autres, tout simplement? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que l'acceptation est bonne? Oui, alors après probablement que c'est lié au fait, alors on n'a pas testé d'autres sports, mais l'esprit du judo fait qu'il y a quand même une très bonne acceptabilité de la différence, puisque voilà, en termes de respect des autres, donc tout ça se passe bien. Après, voilà, les difficultés, c'est effectivement les éducateurs qui peuvent ne pas forcément être formés au handicap, et puis lui, dans sa progression en termes de judo, bon, elle se fait à son rythme. Et donc, bon, là, voilà, il pourrait y avoir peut-être des améliorations dans la mesure où parfois, parce qu'il n'a pas forcément le niveau de sa classe d'âge, il se retrouve parfois un peu rétrogradé, un peu rétrogradé avec d'autres classes d'âge, ce qui peut ne pas forcément le tirer un petit peu vers le haut. Bon, je suis désolé, on va devoir parler un petit peu d'école. Malheureusement, on ne va pas rester que sur le judo. À l'école, quel est votre regard? Vous m'aviez dit que tout se passait plutôt bien jusqu'à maintenant. C'est quoi? Il y a des classes spécifiques, des classes spéciales? Comment ça se passe? Alors, jusqu'à présent, donc Antonin a été en crèche depuis tout petit, donc en milieu ordinaire. Il a ensuite été à la maternelle, donc dans la même école que ses frères et sœurs. Donc par contre, passé la maternelle, donc en primaire, il a été dans une classe Ulysse, hein, donc une classe d'inclusion. Donc Ulysse, je précise, c'est Unité locale d'inclusion scolaire. C'est ça. Voilà. Et donc il se trouve voilà, alors pas dans l'école où se trouve sa sœur, ni où se trouvait son frère, mais parce qu'il n'y a pas des classes Ulysse dans toutes les écoles. Mais donc voilà, il est dans une classe liée à son handicap. Avec donc un effectif un peu réduit et un éducateur spécialisé et voilà, et donc il progresse à son rythme au sein de cette classe dans une école ordinaire. Est-ce que vous avez l'impression que le corps enseignant, les écoles prennent suffisamment en compte, j'allais dire, la particularité de votre enfant, j'allais dire dans le suivi pédagogique, ou il y a encore des efforts à faire de ce point de vue-là? Alors il y a des choses qui ont été faites jusqu'à présent, enfin ça s'est plutôt bien passé. Puisque en classe Ulysse, évidemment, il est encadré par des éducateurs spécialisés. Après, en maternelle, il y a probablement peut-être qu'il y avait peut-être des choses à un peu améliorer, peut-être pour la préparation ou la compensation de certains liés à son handicap. Et donc, on peut probablement envisager qu'on puisse améliorer les choses. Plus de participation peut-être des parents dans les choix? Peut-être dans l'organisation, peut-être dès le début de l'année, pour essayer d'organiser un peu les choses, pour que ça se passe bien, pour qu'ils puissent arriver à communiquer, sachant qu'à cet âge-là, voilà, déjà il a encore quelques problèmes articulatoires, donc l'oralisation est compliquée. Antonin, juste, pardon, l'école, ça te plaît? Oui. Ouais, ça te plaît? Oui. Bon. C'est déjà ça se passe bien? Tu te sens bien à l'école? Oui. Ouais. Et donc, voilà, donc pour le moment, ça se passait plutôt bien. Après, voilà, va se poser la question de son orientation après l'élémentaire.
Donc l'arrivée au collège. Voilà, soit Ulysse Collège, soit Institut médico-éducatif ou un mix des deux, voilà, pour trouver un équilibre qui convienne évidemment à l'enfant, quoi. Alors on va juste dire un mot encore avant de se quitter sur les éducateurs spécialisés dont vous parliez, qui font partie de ce service de soutien et d'aide à domicile, c'est bien ça, CESAD. Ah, CESAD, ouais. Voilà. Il y a donc toute une équipe de techniques, de spécialistes qui entourent Antonin. Alors, ça ressemble à quoi? Orthophoniste C'est ça, en fait, il y a différents praticiens qui sont à disposition des familles et des enfants pour pouvoir intervenir, donc, alors, entre guillemets, à domicile. C'est-à-dire, évidemment, ça peut être au domicile familial, mais ça peut être à l'école ou là où ils pratiquent une activité. Et donc, il y a différents praticiens qui vont intervenir tout au long de l'année, selon un programme qui est défini voilà, en début d'année et qui va être adapté à chaque enfant. Donc, dans le cas d'Antonin, il a des séances d'orthophoniste. Alors, même si l'orthophoniste, c'est une orthophoniste en libéral, mais qui est conventionnée avec la structure. Mais on a aussi, donc, pour lui, une éducatrice spécialisée et puis une psychomotricienne, voilà, qui interviennent pour le faire progresser. Ça peut être quoi, par exemple, le travail qui va être effectué concrètement au quotidien? Alors, ça peut être sous forme de jeu, souvent, hein, pour évidemment introduire un peu sur les choses, mais pour l'aider par exemple à faire des gestes graphiques, l'aider à tenir correctement un crayon, parce que voilà, ça peut l'aider aussi ensuite s'il maîtrise ces gestes graphiques là pour l'apprentissage de l'écriture. Donc voilà, c'est un exemple de l'aide qu'on peut lui apporter pour qu'il puisse progresser et ensuite acquérir d'autres compétences. Merci beaucoup Hervé Resser d'être venu témoigner, nous parler un petit peu de votre quotidien. Le temps est forcément court. Merci Jana. Je prononce bien ton prénom parce que j'arrive pas à savoir. C'est bien? Jana. Jana, je mets un D devant. Voilà, donc merci Jana d'être venue sur ce plateau. Je t'ai pas fait beaucoup parler, tu m'excuseras. Antonin, merci beaucoup aussi à toi d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle que Tous pas pareil, tous égaux, ça continue. Vous pouvez évidemment continuer de réagir si vous le souhaitez à cette émission sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou YouTube. Vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous le souhaitez. On continue donc cette émission. 3 nouveaux invités vont nous rejoindre. On va parler éducation, mais aussi accès aux droits. L'accès aux droits des personnes en situation de handicap, c'est la grande mission de l'association Droit Pluriel. Pluriel, comme on va le voir dans cet extrait vidéo. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après en plateau. Droit pluriel. Pour une justice accessible à tous. On poursuit la discussion dans Tous pas pareil, tous égaux. On se retrouve donc sur le plateau avec mes invités, nos invités qui se sont installés, vous le voyez. C'est l'heure de lancer notre moment questions-réponses. Sébastien Kourou, bonjour. Enchanté, vous êtes le directeur adjoint de l'association Droit Pluriel. Vous êtes également juriste, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, l'association Droit Pluriel qui a signé cette vidéo qu'on vient de voir à l'instant et qui a interpellé sur la définition du mot handicap. On va en parler, c'est la première question à laquelle vous allez être tous les trois soumis. Vous aussi, donc Frédéric Santamaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Handicap Ensemble. On est un petit peu, j'allais dire, dans le même état d'esprit que l'association Droit Pluriel avec cette volonté
volonté d'aider les personnes en situation de handicap, notamment dans les démarches administratives. Et puis également avec nous, Pascal Chobard-Bedreddine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice UCL FCPE, référente handicap, la FCPE qui est évidemment une association de fédération de parents d'élèves. Voilà, de parents d'élèves, et donc c'est avec vous qu'on va un petit peu plus parler éducation avec ces 5 questions qui vont donc se présenter à vous. On va démarrer tout de suite avec la première d'entre elles. Voici cette question. Quand on parle de handicap, c'est souvent de façon péjorative. Quelle est votre définition du mot? Je me tourne d'abord vers vous, Sébastien Courreau. C'est ça. Pendant longtemps, le handicap, ça a été considéré comme une infériorité, un obstacle, quelque chose qui empêche de réussir. C'est pas moi qui invente ces termes, c'est ce qu'on retrouve dans le Larousse ou encore dans le Robert. Et nous, à l'association Droit Pluriel, on veut en fait que le handicap soit défini tel qu'il est dans la loi du 11 février 2005. Donc c'est l'environnement qui représente un obstacle, qui représente un handicap, c'est pas nécessairement la personne. D'accord, donc il y a déjà, comme souvent, dans les problématiques un peu sociétales, quelque chose qui passe par le vocabulaire qu'on emploie. C'est ça l'idée. Tout à fait. Voilà, une idée qui, j'imagine, partagée. Frédéric Santamaria. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la notion de handicap, elle a évolué historiquement et qu'on est toujours sur cette notion quand même un petit peu de limitation. Mais qu'effectivement, maintenant, on prend en compte les facteurs environnementaux, qu'ils soient sociétaux ou plus personnels. C'est le milieu familial, c'est plein de choses, c'est l'environnement socio-économique, c'est toutes ces données-là qui vont mettre en avant cette limitation, augmenter cette limitation et amener cette notion de handicap. Pascal Chobard-Bedreddine, vous voulez compléter ? Oui, tout à fait. Sachant que le handicap peut être pensé effectivement avec l'environnement. On pense aux 10, notamment les dysgraphiques, l'handicap disparaît complètement quand il y a un ordinateur qui se met en place, ou quand il y a d'autres multidis, quand il y a une AVS qui intervient avec une aide humaine. Là, le handicap disparaît. Donc c'est vraiment l'environnement qui est le handicap et non pas la personne. Pascal Chobard-Bedreddine, la deuxième question qui va vous être proposée est plus particulièrement pour vous parce qu'on va parler d'éducation. Regardez, à l'école, les profs ne respectent pas toujours les besoins liés au handicap de notre fille. Que peut-on faire ? Alors, effectivement, donc on est très souvent confronté à ce souci parce que les professeurs, certains, pas tous, s'estiment non formés et ne comprennent pas les handicaps avec lesquels ils sont confrontés quand l'élève est face à eux. Donc en fait, il y a des PPRE, des PPS, tout ça ce sont des termes bien techniques. Avec les GVASCO, ce sont des applications, des procédures, des protocoles qui sont mis en place entre le rectorat, l'école, les parents et les professionnels de santé. Donc souvent, les professeurs n'y pensent pas. Et ça peut représenter quoi dans le quotidien de l'élève, toutes ces procédures ? Ça peut être... cette procédure, ça peut représenter, par exemple, de la violence morale, la violence physique. J'ai le cas, par exemple, d'un dysgraphique à un ordinateur. L'ordinateur plante, ça arrive. Le professeur qui lui répond, t'as qu'à prendre une feuille et un stylo, tu fais comme tout le monde. Sauf que le gamin est dysgraphique, donc il ne peut pas écrire. Donc ça, c'est une violence morale, ça, c'est une violence physique. Et là, donc, concrètement, la famille revient vers vous et vous interpelle. Et là, concrètement, la famille, soit elle intervient toute seule, elle contacte la direction, elle interpelle le professeur, elle interpelle la direction. Et si ça ne fonctionne pas, en tant que référente handicap de la FCPE, j'interviens avec la famille. Et quand ils ne comprennent pas, parce que ça peut arriver, je menace du pénal. Ils reçoivent un courrier qui part au rectorat et ça part au défenseur des droits avec tous les articles de loi. Et ça, en général, en quelques heures après, c'est réglé. Menacer du pénal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un enseignant qui ne respecterait pas tout ce protocole risque des sanctions pénales ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. J'ai déjà menacé, en tant que tel, du pénal, le recteur pour mon propre fils, puisque moi aussi je suis parent d'enfants multidis, car par exemple pour passer le brevet des collèges, il avait besoin de son tiers-temps, qui m'était refusé, parce qu'il faut savoir que sur Montreuil, il n'y a pas de médecin scolaire, et donc pour passer les tiers-temps pour les examens, le passage devant un médecin scolaire est obligatoire. Qui dit pas de médecin scolaire, qui dit pas de tiers-temps. Donc non-respect du handicap, non-respect de l'adaptation au handicap. Du coup, j'ai menacé le recteur du pénal si mon fils ne voyait pas un médecin scolaire.
Et c'est avéré que mon fils a été le seul sur Montreuil à voir un médecin scolaire car j'étais la seule à porter plainte. D'accord. Et c'est à ça aussi que servent la FCPE les fédérations sert à ça. de parents d'élèves. Messieurs, quelqu'un veut compléter ? Juste pour compléter dans ce qui vient d'être dit, le handicap, ça représente chaque année consécutivement la première cause de discrimination selon le défenseur des droits. C'est la première cause de saisine. Et souvent, par rapport au handicap, on est face à un peu un déni. C'est-à-dire qu'on est face à des situations, on n'ose pas avoir recours au droit. Et comme vous venez de le dire, c'est nécessaire. C'est pas aux personnes de bricoler ou de trouver des techniques pour pouvoir étudier ou quoi que ce soit. C'est vraiment aux écoles, aux lieux de travail qui doivent s'adapter. C'est des règles, c'est un droit, c'est pas un privilège. On va passer à la troisième question tout de suite. On va la découvrir ensemble. Je dois monter un dossier MDPH pour mon enfant. Comment m'y prendre et où trouver conseil ? Je me tourne vers vous, Frédéric Santamaria. On peut peut-être rappeler d'abord ce que c'est le dossier MDPH et en quoi c'est si important. Alors, pour préparer cette émission, en fait, je vous ai sorti le dossier MDPH. Ça fait 20 pages. OK ? Il y a grosso modo 6 volets différents. L'identification, le parcours, les besoins, la scolarité, la vie professionnelle. Il y a même 2 feuillets sur les aidants. Alors je ne sais pas vous, mais la dernière fois où vous avez rempli un dossier administratif qui fait 20 pages, c'était quand ? Voilà. Donc déjà, ça, c'est et c'est crucial. Je ne sais pas si c'est discriminant, mais c'est difficile. Et c'est pourtant crucial comme document. C'est crucial parce que ça permet d'accéder à un statut particulier auprès de la MDPH du département et donc ça ouvre des droits derrière et des accès à différents services, compensations, enfin bon bref. Donc Maison départementale des personnes handicapées. Voilà. MDPH. Et le site, c'est Place Handicap. D'accord. Donc, effectivement, en plus, il y a des pièces justificatives à joindre, etc. Bon, classiquement, je dirais, voilà. Donc, effectivement, ce dossier, il peut être compliqué à remplir pour beaucoup de gens, pour des personnes porteuses de handicap aussi. Donc, elles peuvent se tourner, si elles se débrouillent bien, elles le remplissent directement en ligne sur le site de la MDPH. Ou alors elles viennent vous voir. Sinon, elles se tournent, par exemple, vers Handicap Ensemble avec nos permanences à Montreuil. Elles peuvent normalement s'adresser à des assistantes sociales, qu'elles soient départementales, communales, etc. Pour une anecdote quand même, notre association a été contactée pour former les assistantes sociales de la Pitié-Salpêtrière au dossier MDPH. D'accord, c'est dire le retard qu'il y a. C'est dire la problématique. Et donc, pour élargir le débat, en fait, on est sur une problématique de lisibilité et de possibilité de comprendre comment il faut faire, à quoi j'ai droit, etc. C'est vrai pour plein de choses de la vie de tous les jours des personnes porteuses de handicap. Effectivement, je rejoins Sébastien quand il dit qu'il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à taper du poing sur la table et dire mais attendez, il y a quelque chose là. Voilà. Et on va préciser aussi que dans ce dossier, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, sur l'importance de ce que ça va engendrer derrière pour les personnes en situation de handicap, il y a tout l'aspect financier, hein. C'est-à-dire c'est ce qui va permettre d'avoir accès à des subventions, Pascal Chobard-Bedreddine. Oui. Et là aussi, vous intervenez là-dessus, je crois. Oui, tout à fait. Moi, les parents me sollicitent pour monter le dossier MDPH. Je le fais en ligne avec eux, je fais une permanence tous les samedis matins et j'écris avec eux, c'est moi qui leur écrit le projet de vie qui est vital parce que c'est ce qui permet d'avoir les subventions ou pas. Par exemple, j'ai eu l'exemple d'une mère de famille qui avait mal rempli son dossier MDPH, qui n'a donc pas eu droit qui a eu droit au minimum de la subvention. Et comme son enfant était en situation critique parce que discriminé, parce que les profs ne respectaient pas dans le collège où il était, je l'ai aidé à remonter le dossier MDPH, j'ai réécrit son projet de vie. Et du coup, ça a permis à pouvoir envoyer l'enfant dans une école spécialisée, privée, payante très cher, mais du coup, la MDPH a financé à 80%. Donc, vous l'avez compris, toutes les interrogations que vous avez sur le dossier MDPH, vous avez plusieurs possibilités. Vous vous tournez vers Handicap Ensemble, ou vous contactez aussi la FCPE. On va passer, parce que le temps presse, à la 4e question de ce question-réponse. La voici, elle est plus pour vous, Sébastien Courroux. Mon frère a besoin de faire appel à un avocat, mais nous craignons que la communication soit compliquée. Quelle solution envisager ? Alors déjà, il faut savoir que nous, à l'association Droit Pluriel, on a lancé depuis un peu plus d'1 an, c'était au tout début du premier confinement, on
a voulu faire une solution simple, rapide et accessible pour toutes les personnes qui rencontrent un problème de droit. Donc c'est une permanence juridique qui s'appelle Agir Handicap, que vous pouvez retrouver sur www.droitpluriel.fr. Là, directement, vous pouvez poser vos questions. Et nous, derrière aussi, on sensibilise la profession. C'est-à-dire qu'on encourage les bonnes pratiques, on forme les avocats et on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas juste quelque chose dont ils ont entendu parler, mais c'est quelque chose qu'ils vont vraiment intégrer dans leur pratique. Et vous avez l'impression que ça prend, que c'est facile pour les professionnels ? C'est long, mais ça progresse. On a des partenariats qui se nouent, on essaie de mettre les professionnels autour de la table. Après, il n'existe pas d'annuaire encore d'avocats qui sont accessibles. Parfois, il peut y avoir des problèmes. Donc le mieux, souvent, c'est de demander. C'est de dire sa situation et est-ce que est-ce que vous pouvez faire les réunions au rez-de-chaussée si jamais... Voilà, la personne est en handicap moteur, il faut y aller. Et nous, derrière, si on nous contacte, on peut faire une première orientation. On va passer à la 5e et dernière question de ce question-réponse. La voici. La loi de 2005, vous en parliez tout à l'heure, fixe l'égalité des droits pour les personnes handicapées. Mais toujours aussi compliqué de monter dans un métro. Est-ce qu'on avance ? Frédéric Santamaria, votre point de vue sur, on va dire, la mise en application ? J'ai envie de dire. Quand on n'avance pas, on recule. Moi, je constate qu'effectivement, le métro parisien n'est pas fait pour les personnes, on va dire les PMR, les personnes à mobilité réduite. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai en mémoire un exemple à Barcelone, le métro de Barcelone. Il y a des ascenseurs partout. Les rames au niveau des quais, c'est aménagé pour que les fauteuils puissent circuler. Enfin bon, bref. Il y a une question de volonté politique. Et je voudrais dire, moi, une sorte d'espérance ou d'espoir un peu vain peut-être, je ne sais pas, mais c'est qu'au-delà de cette loi de 2005 sur l'accessibilité, qu'on ait enfin, alors une loi, je ne sais pas, c'est peut-être un peu délicat, mais un mouvement sur l'accessibilité des cerveaux humains, c'est-à-dire que tout à chacun... Ça peut être long, en effet. Oui, je pense que c'est une vraie question d'évolution. Que tout à chacun puisse prendre en compte ces difficultés d'accès, c'est-à-dire que c'est l'instit qui n'a pas été formé pour ça, mais qui doit avoir cet esprit ouvert, parce que de toute façon, les profs des écoles, on ne pourra pas les former comme des médecins. Voilà, il faut être raisonnable aussi. Quelqu'un dans le bus, c'est l'ouvrier sur un chantier qui pense que oui, il y a c'est une prise de conscience, générale. Et voilà, maintenant il faut ouvrir les esprits. En un mot, Sébastien Courroux, votre point de vue sur cette loi de 2005, son application ? Il y a des progrès, mais c'est toujours un peu compliqué. Juste pour vous donner un exemple rapide, il y a beaucoup de lieux qui sont équipés de boucles magnétiques. La boucle magnétique, c'est un dispositif qui permet aux personnes malentendantes de pouvoir entendre mieux. Mais les personnels qui travaillent dans ces lieux équipés ne sont pas formés à utiliser la boucle magnétique. Donc on peut faire tous les aménagements possibles. Si on ne forme pas les gens, si on ne leur indique pas comment faire, on n'avancera pas. La formation. Pascal Chobard-Bedreddine, vous voulez ajouter quelque chose ? Et oui, dans les lycées, c'est une catastrophe. Aucun ascenseur, les portes sont trop petites, des escaliers partout. Alors évidemment, les lycées, surtout en Seine-Saint-Denis, sont très vétustes. Il y en a certains, les fenêtres tombent, les murs tombent. Donc pourquoi rajouter un ascenseur quand... Là, c'est une question de salubrité dans les écoles. Les collèges, ça commence à aller mieux. Le 10e collège, Solveig-Anspach, il y a un très bel ascenseur, tout va très bien, mais certains collèges qui sont trop vétustes, il n'y a rien. Donc l'accessibilité des élèves qui sont porteurs de handicap, c'est une catastrophe. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu donc à ces 5 questions. Nous, on va poursuivre évidemment cette émission. On va parler tout à l'heure de la notion d'auto-représentation avec un membre de l'association Cléautiste. Mais d'abord, on parle ville inclusive. Et pour se lancer, un petit peu de sport avec un retour en images sur la première édition de la Foulée Montreuilloise, une course solidaire à l'initiative de l'association À Petits Pas pour Lina. Lina, c'est une petite fille née en 2011 qui est atteinte de paralysie cérébrale. On regarde les images et on continue l'émission. À tout de suite.
Merci à tous. Et la dernière phrase, c'est la phrase de Lina. Elle nous dit moi je suis handicapée, mais pas que. Donc voilà, aujourd'hui on l'a tous démontré. Valide, non valide, on a couru tous ensemble et c'était super chouette. Merci à tous. Quelle solution pour une ville plus inclusive? On va en parler tout de suite en compagnie de notre invité. Place à l'interview. Et notre nouvel invité, c'est vous, Danielle Krejkadek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élue à Montreuil, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, au handicap, ce qui tombe plutôt bien, et à la parentalité. D'abord, on va, je l'ai dit, s'intéresser à la notion de ville inclusive. Un petit mot quand même sur les images qu'on a vues sur cette foulée montreuilloise qui a été un moment fort dans cette volonté de solidarité. Mais oui, et c'est très emblématique justement cette foulée montreuilloise parce que c'est un événement sportif qui a vocation à être un événement national, c'est-à-dire que les sportifs l'utilisent comme dans leur cursus sportif, mais le plus c'est que on en a fait aussi un événement qui permet de travailler l'inclusion, c'est-à-dire que valides et handicapés ont couru ensemble, et d'ailleurs vous avez vu que c'était vraiment ensemble. Il y a eu des départs différés, mais il y a eu la course des gens qui ont couru ensemble. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'on se fait, nous aussi, de la ville inclusive. C'est-à-dire que, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, on souhaite que chacun trouve sa place à tous les niveaux de la vie montreuilloise. On va essayer évidemment ensemble d'aller un petit peu plus loin. Et pour lancer cette interview donc, sur la ville inclusive, je vous propose de regarder ces images qui nous montrent ces bips sonores qui sont installés à Montreuil pour permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de se repérer. On regarde et on se retrouve après. Pour vous rendre à l'accueil, passez la double porte automatique et continuez tout droit sur 3 mètres. Ce boîtier qui est un détecteur de feux sonores et de balises nous permet de circuler dans la ville en toute sécurité, de nous diriger beaucoup plus facilement et de repérer les bâtiments administratifs, les magasins, les cinémas, les théâtres, etc. Cinéma Le Méliès, ouvert tous les jours. Les types d'informations sont la disposition des lieux à l'intérieur des bâtiments, ce qui est très important, et aussi les horaires d'ouverture essentiellement. Le boîtier nous est offert par la mairie. Les bips sont donc à retirer à la mission handicap de la ville de Montreuil. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 48 70 64 29 ou par mail missionhandicap au singulier tout attaché @montreuil.fr. Voilà, Anne-Sophie Mertens qui cède sa place à Sophie Hirschi pour continuer de vous proposer cette émission en langue des signes. Danielle Krejkadek, un mot sur ces bips sonores qui sont là depuis quand? Depuis combien de temps? Depuis 2016-2017. Quels sont les retours du public? Les retours sont très bons, justement. Ce qu'on souhaiterait, c'est les élargir, irriguer plus largement le territoire montreuillois. Là, alors, il y a un petit moment de creux parce que la crise sanitaire n'a plus permis la circulation sur l'espace public, mais l'objectif, c'est vraiment de les distribuer largement. Comme vous l'avez dit, comme on l'a dit dans le reportage, ils sont distribués gratuitement à tous les gens qui en font la demande. Alors c'est peut-être ça, j'allais dire, le hic ou la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut arriver mieux à faire justement que les personnes viennent faire cette demande? Ouais, et c'est pour ça que là, on l'a mis en place sous le précédent mandat. Sur ce mandat-là, l'objectif, c'est quand même de justement aller au plus près de la population dans les quartiers, puisque Montreuil, c'est une ville large, grande, avec des quartiers qui sont très loin, très éloignés, on va dire, du centre-ville. Et l'objectif, c'est de s'appuyer sur les centres de quartier pour que, d'abord, ils ont une bonne connaissance de la population de leur quartier et qu'en identifiant les gens qui en auraient besoin, de pouvoir diffuser cette information. Parce que c'est vrai, et de fait, on va aussi déployer ces bornes sonores, ces bips sonores plus largement sur le territoire, sur les centres de quartier, sur tous les lieux qui touchent à la citoyenneté et tous les lieux qui touchent à la culture. Vous avez prononcé le mot citoyenneté parce que cette réflexion qui est menée autour du handicap à Montreuil, elle s'inscrit vraiment dans cette volonté de citoyenneté. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que de pouvoir donner l'accès de tous à tout.
Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de verrous à faire sauter. Alors on a vu tout au long du reportage au début de l'émission qu'on a beaucoup travaillé sur la culture. Ça c'est une accessibilité importante. Alors il y a l'accessibilité des lieux parce que réglementairement les communes sont tenues de mettre en accessibilité leurs bâtiments. C'est la loi de 2005 dont on parlait tout à l'heure. C'est la loi de 2005 dont on parlait tout à l'heure et injonction avait été faite aux communes en 2015, 10 ans après, de mettre en accessibilité leurs bâtiments. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'injonction de l'État n'était pas assujettie des moyens financiers qui allaient avec. Donc du coup, à Montreuil, on a fait, comme dans plein d'autres endroits, on a fait un agenda programmé pour répartir, pour essayer de programmer justement les mises en accessibilité des bâtiments. Et on a privilégié par secteur les bâtiments, on a travaillé par secteur de telle sorte que cette citoyenneté, justement, elle puisse s'exercer par l'école, déjà. Ça veut dire que dans chaque quartier de Montreuil, un enfant, il peut avoir accès à un cursus scolaire de la maternelle à la fin du CM2 dans une école ou un groupe scolaire proche de son domicile. Ça, c'est pour la scolarité. On parlait tout à l'heure de la bibliothèque Robert Desnos, voilà, avec des mises aux normes. J'imagine que ça fait partie de la même logique. Ça fait partie de la même logique. On a parlé aussi des lieux de culture, c'est-à-dire de veiller à ce que les bâtiments culturels ou les centres de quartier ou les centres sociaux soient accessibles en termes de bâti, mais aussi soient accessibles en termes de lieux de citoyenneté. C'est-à-dire que justement, le fait de pouvoir mettre à disposition des Montreuillois de la traduction en langue des signes, soit de la traduction humaine comme celle qui est faite actuellement, soit aussi via des tablettes des tablettes Axéo qui sont réparties dans différents services de la ville et qui permettent de faire une interface avec des traducteurs en langue des signes et puis aussi en français, ce qu'on appelle le français facilité, c'est-à-dire que pour des gens qui n'ont pas forcément une maîtrise suffisante de la langue, pas forcément parce qu'ils ne sont pas francophones, mais parce qu'ils ont des difficultés de compréhension, de leur permettre de pouvoir faire leur démarche et de pouvoir être en contact avec les employés de la ville. Avec un exemple là, que vous donnez, avec des personnes qui ne parlent pas forcément français, finalement, agir pour les personnes en situation de handicap, ça peut avoir un impact plus large. Absolument. Et c'est ce qu'on voit tout le temps. Hein. C'est-à-dire que quand on agit pour les plus fragiles, il y a ce qu'on appelle des effets positifs collatéraux. Alors typiquement, sur l'espace public, c'est vrai que quand on a fait des abaissements de trottoirs, on s'aperçoit que ça fonctionne pour les fauteuils roulants, mais ça fonctionne aussi très bien pour les poussettes. Et puis ça fonctionne aussi très bien pour les personnes vieillissantes qui ont un peu de mal à se déplacer. Donc cette idée aussi, c'est de rendre l'espace public accessible à tous en pensant, si vous voulez, en s'alignant sur le plus fragile pour permettre un accès plus large. Avec cette notion de quartier apaisé qui résume un petit peu ce que vous venez de dire. Un mot aussi, parce qu'on sait que depuis quelques mois, quelques années, des budgets participatifs ont été mis en place sur la ville. Est-ce que ça peut aussi être un vecteur pour des personnes ou des associations qui représentent des personnes en situation de handicap, de se montrer, de dire on est là, on voudrait aussi avoir des moyens pour faire des choses? Eh bien oui, la visibilité, ça faisait partie, cette manifestation, Tous pas pareils, tous égaux, dont vous parliez dans l'ouverture, c'est une manifestation qui existe dans le paysage montreuillois depuis le 2015. Son objectif, justement, premier, c'était de donner de la visibilité à ce qui se faisait autour de la question du handicap. Alors après, on avait donné 3 mots-clés, éducatif, interactif et festif. Et donc, l'idée, c'est de se dire que... J'ai perdu mon idée. Non, mais c'est de se dire que on était parti sur la notion de budget participatif et la possibilité de faire des choses. Voilà, c'est ça. Et donc, cette visibilité, justement, c'est de se dire, toujours en allant irriguer dans les quartiers, de se dire qu'il faut que les gens qui sont en situation de handicap, qui ont des besoins particuliers, ils puissent l'exprimer ou que la sensibilisation soit suffisante pour que les habitants du quartier y soient sensibles. Alors, je donne un exemple, par exemple, de se dire que sur un aménagement de place publique et aussi sur un petit aménagement d'un petit square dans le cadre d'un budget participatif, on a mis des jeux inclusifs, des jeux pour une aire de jeu pour enfants inclusifs. Donc adaptés à certains handicaps, c'est ça ? Certains handicaps au handicap de certains enfants. Mais on peut imaginer d'autres choses. L'idée aussi, c'est que cette visibilité,
que les personnes en situation de handicap ou à besoin particulier deviennent visibles dans l'espace public et que la puissance publique les prenne en compte dans tous les aspects. Et la citoyenneté est un aspect important puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à Montreuil, que chacun trouve sa place. Merci beaucoup Daniel Kreshkadek d'avoir été notre invité. Tous pas pareils, tous égaux. Évidemment, c'est le nom de cette émission, c'était le nom de l'événement en physique qui prend la place et qui reste évidemment dans le même ADN avec ces mots-clés dont vous parliez à l'instant. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, si vous en avez l'envie, de réagir à cette émission sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire. Tous pas pareils, tous égaux, ce n'est pas terminé. Daniel Kreshkadek, je vais vous laisser partir dans quelques secondes. On va aborder la 5e partie de cette émission. On va parler autisme. Et pour lancer cette séquence, je vous propose de découvrir cette vidéo de Dragja. C'est un auteur de BD, lui-même autiste Asperger. Il a signé une BD justement sur le sujet. On regarde et on se retrouve après. Cette BD, Couleur d'Asperge, n'est absolument pas ma vie. Je suis parti de chez mes parents à 14 ans pour aller seul à la fac en Chine. Je ne suis quasiment pas allé à l'école en France. Bref, un désastre. Ma vie est compliquée. J'y ai quand même mis des anecdotes sur ma vie et des témoignages d'autres autistes que j'ai recueillis. On a décidé de mettre des couleurs dans la BD afin de mieux illustrer les étapes de la vie de Lussoun et son état. Le orange au début se veut criard et oppressant, le noir au milieu montre le chaos, le doute, les idées noires qui peuvent surgir dans nos vies, et le bleu de la fin représente la couleur du ciel avec l'envol de Lussoun, le calme et la sérénité. Elle rejoint aussi l'image de fin puisque le personnage est dans un avion au milieu du ciel qui est bleu. Lussoun est un message d'espoir pour les personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Elle montre que tout est possible et qu'il existe des solutions pour l'aider. Je vous laisse regarder à quoi ressemble ma vie aujourd'hui et tout ce que j'ai pu entreprendre grâce à mon chien, mon accompagnement par les associations, mes intérêts restreints que j'ai su utiliser à mon avantage, l'orthophoniste, le MDR, l'ergothérapeute, bref, tout ça. Je suis autiste, TDA, dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, prosopagnosique, bègue, et pourtant, regardez tout ce que je fais. On est tous des génies dans quelque chose et je suis persuadé que vous aussi, vous pouvez trouver de l'aide et faire des choses extraordinaires. Alors on va se convaincre que nous aussi on est des génies du coup. On va attaquer la dernière partie de cette émission. On parle autisme et on va tout particulièrement s'intéresser à la notion d'auto-représentation. C'est tout de suite dans le focus. Et bonjour Thibaut Corneloup. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'administrateur de l'association Clé Autiste qui revendique cette notion d'auto-représentation. Vous allez nous en parler, nous expliquer tout ça dans quelques instants. Mais sur ce plateau, on retrouve également celui que l'on va surnommer Gepetto qui va nous signer son billet d'humeur. Bonjour Gepetto. Et on vous écoute, on t'écoute. Merci beaucoup. Oui, billet d'humeur. Cédric m'a appelé il y a quelques jours en me disant on fait une émission spéciale, tous pas pareils, tous égaux, et on aimerait que tu fasses une chronique. Alors moi je leur dis pourquoi pas, bien sûr, avec plaisir. C'est sur quel sujet? Alors là il me dit que c'est sur les troubles du spectre autistique. Alors bon, moi je me suis dit que c'était le titre du nouvel Indiana Jones, donc j'étais plutôt content, mais tout de suite il m'a coupé, il m'a dit non, abruti, c'est pas ça, c'est une chronique sur l'autisme. Alors, mais tout de suite il m'a dit mais c'est payé, donc je suis venu, voilà, donc me voilà. Évidemment non, je suis très heureux d'être ici, très heureux d'être là. J'ai pas soupiré, j'ai voulu commencer comme ça parce que justement pour préparer cette intervention, j'ai questionné mon entourage en fait au début. Et justement dans mon entourage, il s'est trouvé qu'il y avait des gens qui ont soupiré, d'autres qui ont grimacé, d'autres qui ne sont même pas arrêtés, ils sont repartis tout de suite. Alors, on peut le comprendre un petit peu parce que dès qu'on aborde ce sujet-là, tout de suite, on pense à des choses très lourdes, peut-être très compliquées, on peut comprendre. Par contre, il y a quelque chose qui m'a manqué. Ce qui m'a manqué, c'est ce petit sourire, ce petit regard d'espoir à chaque fois qu'on a. Je m'explique. Prenons un sujet basique, la guerre. Voilà. Bon, vraiment basique de chez basique, même Miss France l'a dit, la guerre c'est pas bien, donc voilà. La guerre, c'est quand même quelque chose d'atroce, c'est quand même un vrai sujet. Quand on en parle entre nous, très rapidement, si on remarque bien,
il y a la résistance, l'idée de la paix, l'idée qu'on peut trouver ensemble une solution pour aller bien. Voilà. Et là, il y a ce petit sourire, ce petit regard qui dit c'est possible. Et là, ça marche avec la guerre. Mais alors, par contre, avec l'autisme, il n'y a pas le clic là. C'est pas, ça marche pas. Alors pourquoi Gepetto? Une explication. Pourquoi? Voilà une question qui est bonne. Pourquoi? Et donc, je m'y suis penché. Et là, j'ai commencé à travailler. J'ai fait des tas de recherches vraiment très très compliquées. Donc, je suis allé sur Wikipédia, du coup, dès le début. Et là, le premier truc qui m'a marqué, c'est le mot autiste. Le mot n'est apparu qu'au début du XXe siècle. Je crois que c'est 1911, quelque chose comme ça. Le mot. Donc, à l'échelle de l'humanité, en fait, en gros, c'est tout à l'heure, quoi. Contrairement à la guerre où là, on a l'expérience. On est large de ce côté-là, ça, et même on refait. Enfin bon, bref. Et même au niveau de l'OMS, par exemple, au niveau de la classification des pathologies liées à l'autisme, ça date que depuis 2012. Donc effectivement, c'est récent. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais attends, tu vas pas nous demander d'avoir de l'espoir, une visibilité, quelque chose qui est complètement nouveau. Complètement nouveau. Oui, non, en fait, ça marche pas comme ça, parce que certes, le mot a été inventé au début du XXe siècle, mais pour rappel, les personnes qui ont des troubles autistiques, en fait, sont humains, donc ils font partie de l'humanité depuis le début. Donc on connaît déjà un petit peu tout ça. Et puis quand bien même, on en parle depuis un petit moment, en dehors des études scientifiques. Dans le cinéma, par exemple, 1979, John Cassavetes. D'accord. Ensuite, on a en France, il n'y a pas longtemps, Le Goût des merveilles avec Virginia Efira. On a en 2006, en Corée du Sud, le film Marathon. Même à Hollywood, on a tout ça avec Code Mercury, avec Bruce Willis. Encore plus récemment aussi avec comment il s'appelle, Ben Affleck, Monsieur Wolf. Voilà, enfin énormément de films comme ça. Et puis bien sûr. Le film où on a l'impression de comprendre tout l'autisme, en fait. Tout l'autisme, le film avec Dustin Hoffman, n'est-ce pas, Tom Cruise. Mais justement, Gepetto, dans Rain Man, tu parlais tout à l'heure d'émotion, de sourire. Là, il y en a quand même un peu. Mais oui, justement, c'est ça qui est dingue. C'est qu'il y en a là, il y en a dans tous les autres films. Il y a les reportages. Combien il y a de reportages maintenant? Vraiment, on commence vraiment à s'intéresser à ce sujet-là depuis un petit moment. Alors, c'est vrai que dans les reportages, après, ils font un focus, et c'est bien normal, je pense. En tout cas, ils font un focus sur les difficultés que rencontrent les personnes autistes, mais aussi leur entourage. C'est des parcours du combattant pour certains, etc. Il y a un focus là-dessus. Mais il y a d'autres choses. J'en ai regardé encore un hier. Et là, je suis tombé sur ce jeune homme, un enfant, je ne sais plus quel âge, une dizaine d'années, qui, pour la première fois, depuis des années, a réussi à sourire à ses parents. Juste à sourire. À son père, à sa mère, ou à son frère et à sa sœur. C'est la première fois, et même de sourire pour lui-même. Et ça, c'est magnifique. Là, il y a quelque chose. Là, ça devrait quand même nous faire quelque chose, non? Ça devrait quand même pouvoir dire, si, là, il y a de l'espoir. Oui, non. Ça marche pas. Ça ne prend pas. Et alors, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi, dans l'inconscient collectif, à aucun moment, on a le mot espoir qui vient avec ce sujet-là? Parce que, pourquoi on est si éloigné d'eux? Après tout, ils sont aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 700 000. 700 000, c'est beaucoup quand même, 700 000 personnes. Bon alors, d'accord. On dit aussi souvent qu'il y a autant de troubles autistiques que d'autistes. Alors forcément, ça devient assez compliqué. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont finalement tous si différents, que toutes les formes d'autisme sont différentes? Il n'y a pas de points communs aussi qui existent? Alors, je laisserai les spécialistes être plus précis que moi, mais grossièrement, on peut dire qu'il y a trois éléments, en tout cas, qui les caractérisent. Donc on a les troubles de la communication, verbale ou non verbale. D'accord. Il y a donc ça, on n'arrive pas à dire un mot. Tout de suite, on est troublé, donc on n'arrive pas vraiment à se faire entendre. Il y a l'altération des interactions sociales. Donc ça veut dire, on est avec les codes sociaux, comment on arrive à se mettre tous ensemble, d'accord, à peu près avec les mêmes codes. Et puis à un moment, ça s'altère justement.
Et puis le troisième, celui que je n'arrive jamais à retenir, il faut que tu le saches Cédric, donc je vais avoir mon anti-sèche, les comportements présentant des activités et des centres d'intérêt restreints, stéréotypes et répétitifs. Voilà, vous avez compris pourquoi j'arrive pas à le retenir. Comportements présentant des activités et des centres d'intérêt restreints, d'accord, donc des activités qui vont pas dans tous les sens, stéréotypés, vous comprenez, et répétitifs. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois éléments qui lient un petit peu les autistes. D'accord. Mais pas que. Pas que, parce que y a aussi, mais bon, faut faire attention de pas comparer dans ces cas-là. Hein. De toute façon, avec d'autres pathologies ou avec d'autres choses, il faut pas. La comparaison n'a aucun sens. N'a aucun sens et ne fait que du mal, hein, de toute façon, finalement, parce que si on compare, après, on pourrait minimiser l'importance du travail à effectuer. Donc, on va pas. Alors, on va pas ne comparer. faisons pas de comparaison. T'es sûr? Ouais, juste j'ai fait juste celle-là, d'accord, juste celle-là. Parce que quand même c'est très proche quand même. On va bon, laissez-moi terminer. On va voir ça. Prenons par exemple des personnes dites normales. Hein, nous, hein, par exemple, on va dire ça. Trouble du comportement, trouble de la communication, excusez-moi, trouble de la communication verbale ou non verbale. Est-ce qu'on peut juste essayer de s'imaginer une scène, hein? On va parler du passage piéton, d'accord? Toi, par exemple, tu t'es disputé avec ta compagne. Tu dois aller au travail, tu es en retard, tu es énervé. Tu prends ta voiture, tu t'arrêtes à un feu rouge. Passe le vert. Là, deux adolescents qui sont très détendus traversent à ce moment-là. Hein? Je vous laisse imaginer la scène. Souvent, il y a des petits troubles de communication dans ces cas-là. Hein? Je ne vais pas vous le faire, mais... Deuxième exemple, on peut parler aussi de ce mec qui entend que sa compagne est enceinte. Souvent, chez les gars, ça fait des troubles aussi de communication dans ces cas-là. On peut parler aussi d'une discussion en famille à propos de l'héritage. Ça, généralement, ça parle aussi. Et là aussi, il se passe énormément de choses. Concernant les altérations, hein, les altérations dans les interactions sociales, là, globalement, juste un mot. Hein, et ben essayons d'avoir un débat politique. Hein, voilà. Là, on va être bien altéré. Ça, souvent, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'appuyer le trait. Tout le monde comprend. Hein, tout le monde comprend. Tout le monde est d'accord pour dire que personne ne l'est. Et d'ailleurs, ça continue. Bref. Pour les comportements répétitifs, stéréotypés et restreints, on va faire très très simple. Métro, boulot. Est-ce que juste, Gepetto, est-ce que tu n'exagères pas quand même un petit peu c'est pas tout à fait la même chose. Mais si, bien sûr, j'exagère, évidemment, parce que là, quand on parle de troubles autistiques, on parle vraiment quelquefois de souffrance, de violence. Mais en revanche, les sujets sont les mêmes. Les sujets de la communication, l'interaction sociale, des activités, etc. Ça, ce sont les mêmes sujets et je pense que c'est là le problème. C'est parce nous, si on n'arrive même pas, alors que pour nous, ça serait censé être plus simple, parce que justement, on n'aurait pas tous ces troubles. C'est plus simple pour nous et on n'y arrive même pas. Donc comment on peut leur dire ce qu'il faut être, quand nous-mêmes, derrière, on arrive. Et puis quand on pose la question, forcément, ça fait appel à nous. Et puis même, allons plus loin. Regardons, les personnes qui ont des troubles autistiques, il ne faut pas oublier, hein, ce sont des humains qui ont le même ADN que nous, il n'y a pas de variation. Hein. La moyenne du quotient intellectuel des personnes autistes, en fait, est sensiblement la même que la nôtre, voire supérieure. Et puis même les retours d'expérience, les études scientifiques, il y a tout le monde qui le dit que oui, les autistes vivent avec nous dans le même monde. Simplement, ils le voient autrement. Mais voir les choses autrement, ça veut dire aussi qu'ils voient d'autres beautés que nous. Qui voit une autre façon d'être avec soi-même, d'une autre façon d'être avec les autres. C'est sûr, et pourquoi on ne va pas s'y inspirer de ça? Voilà. Donc, forcément, moi je pense que là, la différence, elle réside surtout à un endroit, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui sont encore en souffrance, en fait, par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment... ça, la seule différence de mon point de vue. Donc, oui, pour revenir à mon petit sourire et à mon petit regard, oui, c'est d'abord en regardant nos propres comportements, en les interrogeant, que là, on pourra commencer à y mettre de l'espoir. Donc voilà, j'ai fini.
Eh ben merci. Merci. Ah oui, par contre, n'oubliera pas le chèque. Merci. Le chèque. Le chèque est prêt, évidemment, dans le sac. Et merci Gepetto. On a quand même un petit peu souri avec toi. Merci pour ce billet d'humeur. Thibaut Corneloup est toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'association Cléotiste. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot sur ce qui a été dit par Gepetto ? Non, je suis d'accord en majorité. C'est aux personnes aussi neurotypiques de s'interroger sur leur propre comportement. Voilà, et c'est un petit peu aussi ce qu'on essaye de faire depuis le début de cette émission. On a parlé longuement, notamment tout à l'heure, d'accessibilité des cerveaux humains. L'expression a été prononcée lors du question-réponse. Ça nous concerne évidemment tous. Thibaut Corneloup, on est là avec vous pour parler, dans ce dernier temps de l'émission, d'auto-représentation. Est-ce que vous pouvez d'abord simplement nous expliquer ce que ça veut dire ? Alors, l'auto-représentation, ça vient de l'anglais qui signifie self-advocacy. Et donc ça signifie pouvoir s'exprimer par soi-même pour défendre ses intérêts et ses droits, tout simplement, donc ça c'est en général. Ça peut aussi vouloir signifier parler de son handicap ou l'exprimer, le maîtriser, pas forcément avec un vocabulaire médical, mais avec son propre ressenti. Et finalement, du coup, c'est vraiment donc reprendre un peu le contrôle de soi-même et de se représenter et de se défendre par soi-même. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez la sensation à l'association Cléotiste que vous êtes un petit peu dépossédé de votre vie, de vos choix ? Pour nous, oui. Déjà, si on regarde l'ensemble du spectre de l'autisme, c'est le cas au moins pour la majorité. En fait, j'ai parlé de ça parce qu'effectivement, dans d'autres pays, vous avez des personnes autistes qui peuvent diriger des associations. Et donc, elles peuvent se représenter par elles-mêmes collectivement. Et en France, il y a quand même beaucoup de paroles qui est prise par les associations de parents, par exemple, ou les professionnels de santé, la majorité du temps. Et donc, du coup, pour nous, c'est pas vraiment le cas qu'on est écouté. Donc, en tant qu'adulte, vous vous sentez pas ni écouté ni représenté, c'est ça ? Oui, alors déjà, on focalise effectivement sur les enfants, mais comme il a été souligné, c'est 700 000, donc les adultes sont majoritaires. Et en général, on ne parle pas beaucoup des adultes. Alors même pour tout le spectre autistique, ça a commencé dans les années 60, puis années 90, dans les autres pays, où les personnes, même handicapées intellectuelles ou autistes, pouvaient s'exprimer via différents moyens. Alors, puisqu'on parle d'auto-représentation, on va forcément aussi être obligé de parler un petit peu de politique et la manière dont les personnes en situation de handicap, d'ailleurs d'une manière générale, sont représentées par nos politiques. Mais c'est l'occasion d'aller faire un petit tour à l'Élysée tout de suite, parce qu'on va retrouver, oui, à l'Élysée, des jeunes d'un groupe de rock qui participent à des ateliers musique au sein de leur institut médico-éducatif. Eh bien, ces jeunes autistes, ils ont monté leur groupe de rock avec à la clé une invitation à l'Élysée. Regardez ça. Il va probablement venir, ce ne serait pas étonnant qu'il vienne, mais après il a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses importantes à régler qu'il peut aussi ne pas venir. Il faut savoir que c'est le président de la République et qu'il a plein de choses à faire et ce n'est pas dit du tout qu'il vienne. Et ce serait bien s'il est là, ce serait aussi une opportunité de le voir, parce que c'est quand même le président, c'est pas rien, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, au cas où il sera là, j'ai même fait un dessin pour lui. Oh non, vas-y, moi j'annule si tu fais genre de conneries. Oh non. Les trameux, c'est quelle couleur? Rouge. Non, violet. Madame Brigitte Macron. Bonsoir, bienvenue. Merci à tous d'être là. Désolé, le président ne peut pas venir ce soir. Il a eu un agenda très particulier aujourd'hui et il est totalement désolé. S'il arrive à rentrer à temps, il rentrera. Mais je ne peux pas vous le promettre. Il m'appartient aussi de vous présenter les artistes. Ils s'appellent Johan, Stanislas, Aurélien, Christophe, Arthur, Benoît, Eric. Simplement
pas y chercher le 21 aussi? On verra ça, mais c'est qu'on a le temps pour l'instant. Hein. On peut pas y chercher le 21 aussi, Thierry? Thierry, on peut pas chercher le 21 aussi? Voilà, et ce moment sympa avec ce groupe de rock qui s'appelle Astéréotypie, je crois, si je dis pas de bêtises, eh bien c'est extrait d'un documentaire qui s'appelle, vous l'avez vu, L'énergie positive des dieux, un documentaire signé Laetitia Müller. Thibaut Corneloup, administrateur de l'association Cléotiste, est-ce que finalement, dans la manière aussi d'être perçu, de s'exprimer, la culture n'a pas un rôle aussi très important? Là, on l'a vu avec la musique. Oui, dans l'autoreprésentation, ça a plusieurs implications, c'est assez large. Mais effectivement, dans la culture, c'est la participation, soit effectivement comme musicien, je dirais même dans les films, c'est aussi acteur, voilà. Mais après, c'est surtout participer à des produits culturels qui soient vraiment faits par eux et qui décident de la représentation qu'ils ont, que les personnes autistes soient acteurs, actrices de leur image. En fait. Comment on peut faire justement pour en arriver là, pour avoir cette auto-représentation, sachant que parfois il peut y avoir des formes d'autisme qui sont assez graves, avec des difficultés de communication qui sont très importantes. Comment on peut surmonter ça? Je ne sais pas, il y a des moyens peut-être techniques qui existent? Oui, alors c'est un ensemble de choses, puisqu'on a dit que c'était reprendre le contrôle sur soi. Effectivement, nous on défend plutôt les méthodes de communication alternatives. Alors en France, il en existe, mais c'est assez limité, parce que c'est souvent pour les enfants. Donc pour les personnes adultes, il y en a qui existent surtout aux États-Unis, où par exemple, un professionnel chez les personnes non-verbales ou non-réalisantes vont leur apprendre à taper en fait sur un clavier d'ordinateur, mais pas des phrases, enfin des lettres par lettre. Pour former des phrases qui peut se faire avec une aide ou pas d'aide, hein, mais voilà, donc c'est un apprentissage là-dessus. C'est un moyen qui permet d'établir le lien justement entre les personnes autistes et puis celles à qui elles s'adressent, c'est ça? Oui, donc ça c'est, disons, écriture, c'est un moyen vraiment qu'elle puisse en fait s'exprimer et surtout exprimer ses choix, parce que l'auto-représentation ça va être aussi exprimer ses choix tous les jours. Ça peut être aussi plus simple, ça peut être aussi des signes. Voilà, des signes de consentement ou des images aussi. Voilà, des logiciels d'images qui peuvent être implémentés. En Finlande, par exemple, c'est le cas. Donc, ça existe, disons. On va parler, je le disais tout à l'heure, quand même un petit peu de la représentation politique, mais l'autoreprésentation a aussi des incidences dans l'aspect médical, dans la prise en charge, c'est-à-dire dans la manière dont des experts vont choisir tel ou tel type de traitement ou de prise en charge. Il y a ça aussi. Oui, parce que en fait, l'autoreprésentation, il faut déjà posséder sa capacité de choix, en fait, et c'est souvent ça qui pêche. En fait, dans l'accompagnement, les personnes ne sont pas forcément maîtres de leur accompagnement. Donc l'autoreprésentation, ça va être d'abord de choisir comment on est traité, de pouvoir exprimer ses choix là-dessus, voire de choisir qui nous accompagne. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les conditions matérielles pour pouvoir juste choisir son accompagnement et vivre où on veut. Enfin, pour se présenter, ça va être difficile si on est placé sans avoir de choix en fait. Voilà, et ce qui vaut donc évidemment plutôt pour les adultes, parce qu'on peut comprendre, même si ça doit aussi valoir pour les enfants, mais comme évidemment il y a le filtre, on va dire, des parents, eh bien, ça joue aussi évidemment. Un mot donc j'allais dire de politique, parce que qu'est-ce que votre association Cléotiste revendique? Comment on peut essayer de faire les choses? Comment on peut essayer tout simplement d'avoir dans nos instances de représentants politiques des personnes qui sont plus sensibilisées ou qui peuvent elles-mêmes être des autistes et avoir leur mot à dire dans le débat public? Déjà, comme il a été évoqué avant, il faut aussi que les environnements soient plus adaptés. Donc, puisque le handicap, en partie, va être construit par les différentes difficultés. Donc, ça peut être par exemple l'aspect sensoriel, au niveau des lumières ou au niveau du bruit. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir participer. Après, il y a la communication, effectivement. Donc ça doit pouvoir être accessible en termes de langage ou en termes de technique. Donc ça c'est l'accessibilité. Puis après au niveau politique, ça c'est déjà pouvoir posséder sa capacité juridique en fait et à pouvoir l'exercer via une aide à la décision par exemple. Et donc cette aide à la décision, ça peut être une aide humaine qui puisse aider la personne à choisir entre plusieurs options, plusieurs scénarios. Qui lui permettent de faire ce choix, et donc en politique ça pourrait parfaitement être mis en place.
ou ailleurs. Merci beaucoup Thibaut Corneloup d'avoir été notre invité administrateur de l'association Cléotiste. Merci aussi à Gepetto pour ce billet d'humeur. Tout à l'heure, c'est la fin de cette émission Tous pas pareils, tous égaux qui devait durer 1 heure, qui a duré 1h30. Voilà, mais on a pris beaucoup de plaisir à recevoir tous ces invités, à découvrir tous ces reportages, sachant que cette émission est peut-être le début d'une longue aventure pour parler différemment du handicap, le rendre plus visible. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci évidemment à toutes les associations qui ont contribué à la création de cette émission. Merci aussi à la ville de Montreuil. Merci à tout le monde également en régie. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur TVM. Salut.